Mais de quoi? Peut-être, puisqu'il était turc, n'avait-il pas pu supporter de me voir étaler mes épaules nues devant tous ces gens. J'aimais cette idée, mais en me rappelant l'insolente affectation que mettaient mes clavicules à se manifester, j'y renonçai. Mon décolletage, hélas, était sans aucune importance et ne devait attirer l'attention de personne. Que pouvait bien avoir ce type de Macumer? Paul avait raison, c'était vraiment un type. Pourquoi ne s'était-il pas fait présenter à ma mère? Avait-il commis des crimes qui l'isolaient? Pourquoi allait-il dans les ambassades alors? Qu'est-ce que tu as? Tu ne parles pas. Et Paul renifla par 3 fois terriblement. Je n'ai rien à dire, tu m'ennuies. Je cravachai les oreilles de mon cheval qui prit le galop. Était-il stupide, ce Paul, de venir déranger mon échafaudage de suppositions et de projets? Si je faisais une chute, par exemple là, en plein milieu de l'allée, Macumer se précipiterait certainement pour me ramasser, et il m'emporterait évanouie. En revenant à moi, je le remercierais avec un sourire maladif, il serait verdâtre d'émotion. Je lui demanderais son nom, ma mère lui écrirait un mot de remerciement pour ses soins, il viendrait prendre de mes nouvelles. Mais c'est que ce n'est déjà pas si commode de tomber de cheval. Il fallait trouver autre chose. Évidemment, Paul me flattait en disant que j'étais un type dans le genre de George Sand, car je n'avais aucune faculté d'invention. Je ne trouvais rien. Mais il était écrit que sans nul effort je serais renseigné. Un jour du mois de juin, ma mère avait organisé avec ses amis un déjeuner à Armenonville. Il fut convenu que pour ne pas manquer ma promenade du matin, je viendrais là descendre de cheval avec Paul et qu'on nous accepterait, moi en Amazone et lui en knickerbocker. À midi, je fis une très belle entrée à toute allure et j'arrêtai sur ses jarrets ma pauvre bête tout contre le groupe déjà réuni qui nous attendait. Puis, je sautai à terre sans aide, comme c'était mon indépendante coutume, je commençai la tournée des poignées de main, lorsque, pour ma stupeur, j'aperçus mon oncle de Brétigny qui, à 2 pas, causait avec Macumer. Je n'avais pas vu le mystérieux personnage de toute la matinée, c'était à cela qu'il s'occupait, à causer avec les gens de ma famille. Il connaissait mon oncle, il savait qui j'étais alors, il allait venir, il déjeunerait avec nous peut-être. C'était fort tout ça. Interrompant mes manifestations de politesse, je dis à ma mère, d'un ton de sauvage excitation: qui est ce monsieur avec lequel cause l'oncle Henri? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Est-ce que tu le connais? Tu as le regarder avec ses yeux qui sortent de la tête. Non, je ne le connais pas, mais je voudrais savoir qui c'est. Voyons, Odile, quelle manière tu as! Je te prie de ne pas regarder ce monsieur de cette façon inconvenante. J'évitais d'obéir à cette injonction, j'étais trop violemment intéressée. Macumer, lui aussi, me regardait tout en parlant. Je présume que le diable doit avoir une expression pareille à la sienne au moment où il prend particulièrement conscience de sa mauvaise situation d'ange déchu. Ah, il n'avait pas l'air tendre, le Turc. Si, dans l'ordinaire de la vie, il avait pour moi de l'amour, ainsi qu'il m'était agréable de le croire, ce qu'exprimait sa figure à cette minute-là ressemblait bien plutôt à de la haine. Et puis aussi, on aurait dit qu'il souffrait. Je n'eus pas le temps de poursuivre mon examen, il serra la main de mon oncle, remonta à cheval, fit tourner la grande bête noire et partit à fond de train. Je suivis ma mère, qui emmenait ses invités dans le bosquet où l'on devait déjeuner, mon oncle nous rejoignit, on s'asseyait. Qui est ce singulier personnage avec qui vous causiez, Henri? Demanda ma mère, qui ôtait ses gants. Singulier personnage? Oui, assez singulier en effet, répondit mon oncle, qui en général était plein de sous-entendus, de réticences, et qui, par une tournure d'esprit romanesque, était porté à voir des mystères et des bizarreries partout. D'ordinaire, cette manie m'horripilait, mais dans la circonstance, elle s'adaptait trop parfaitement à ma conception de Macumer
pour que je ne l'accueillisse pas avec avidité. Pourquoi est-il singulier? Demandai-je, en poussant ma chaise pour inciter l'oncle à s'asseoir près de moi. Ah, voilà une affaire qui ne regarde pas les petites filles, par exemple. Je trouvai le rire qui accompagna cette déclaration d'une rare stupidité. Il est turc, ce monsieur, n'est-ce pas? Insistai-je. Ici, le rire de mon oncle s'affola au point de me déconcerter. Dieu que tu es drôle! Sans le savoir, fit-il d'une voix étouffée par ce paroxysme de joie. Non, ma chérie, il n'est pas turc. Il est lyonnais, tout simplement, il s'appelle Bredin. Mais comme il a voyagé beaucoup en Turquie, il a pris le genre du pays. C'est ça qui t'a trompé. Et sous l'effort d'un nouvel accès hilar, mon oncle bleuit. Mais enfin, qu'y a-t-il de si comique à cela? Demanda une petite dame gaie, vexée de rire par contagion et sans savoir de quoi. Mon oncle eut un rapide regard vers moi, puis bah, on peut tout dire en y mettant des formes, fit-il. Voici, mesdames, l'histoire de ce pauvre Bredin. Son père était l'un des plus gros fabricants de soie de Lyon en rapport avec tout l'Orient. Très jeune, ce garçon que vous venez de voir est allé faire là-bas un grand voyage d'affaires et d'agrément aussi qui s'est terminé à Constantinople, où il a fait un très long séjour il y a quelque 18 ou 20 ans. Là, il a eu une aventure. Vous savez combien les Turcs aiment peu que l'on s'immisce dans leurs affaires de ménage. Bredin ne le savait pas ou bien il l'avait oublié. Le fait est qu'en se promenant un beau soir, il aperçut une dame qui prenait le frais à une fenêtre, laquelle, par un drôle de hasard, n'avait pas une de ces garnitures de bois que la prudence nationale fournit à toutes les ouvertures des maisons, pour empêcher les mouches d'entrer, probablement. La dame était jolie, Bredin passait là tous les jours, c'était la rue qui menait à son hôtel, vous savez comme les orientaux sont hospitaliers, et puis à force de voir passer les gens, on se figure qu'on les connaît. La dame turque subit cette illusion, Bredin aussi, ils se saluèrent. La causerie s'engagea. Il savait 4 mots de turc, elle 3 mots de français, vous voyez ça d'ici. Un jour qu'il faisait très chaud et que Bredin avait très soif, la dame qui justement consommait du sorbet au limone l'invite à entrer. Le lendemain, elle lui fait goûter une confiture de rose de sa fabrication. Il adorait la confiture de rose, c'était une passion positivement. Mais voilà que, pendant qu'il en mangeait sans la moindre discrétion, et avec ces manières de se mettre à son aise que nous avons en pays étranger, nous autres Français, le mari de la dame entre. Ces diables de Turcs ont mauvais caractère. Celui-là, par-dessus le marché, était avare. Il avait horreur que l'on dilapidât avec des étrangers les sucreries de sa resserre, et enfin, Bredin ne lui avait même pas été présenté, ce qui était fort incorrect. En somme, ce garçon avait manqué de prudence et de discrétion. Le Turc n'était pas content et le lui témoigna. J'ai négligé de vous dire que ce Turc était un gros personnage, ami du sultan. Je ne sais pas son nom, qui d'ailleurs n'importe pas à l'histoire. Ce que je veux dire, c'est que s'il lui avait convenu d'étrangler Bredin comme un simple poulet, étant donné sa situation et les mœurs du pays, cela n'aurait pas fait la plus petite affaire. Mais tout au fond, c'était un brave homme, quoique fort en colère. Un brave homme à la manière turque, qui n'est pas la nôtre, bien entendu. Au lieu de faire tuer Bredin, il le rançonna. Mais l'autre n'avait guère de monnaie dans sa poche, alors, ma foi, le Turc lui a pris ce qu'il pouvait lui prendre. Comme ça, là, sur la place même du goûter à la confiture de rose. Dans ce pays, il y a des gens très adroits. Après, avec toutes sortes de politesses, il a fait rapporter Bredin à son hôtel. Il était très fatigué de toutes ces émotions, le pauvre garçon, évanoui, je crois. Tout de même, il se remit assez vite, il était si jeune. Mais cette aventure lui a aigri le caractère. Il a une grosse fortune,
Il est intelligent. Malgré tout cela, il est toujours de mauvaise humeur. Vous trouvez que c'est curieux, madame de Riverolles? Non? Et vous le plaignez? C'est gentil à vous. Mais oncle, je ne comprends rien à ton histoire, fis-je, impatienté de l'absurdité du récit. Que lui avait-il pris, ce Turc, enfin? On vient de vous le dire, ma petite Odile, riposta madame de Riverolles avec une drôle d'expression. Il lui a pris sa gaieté. Il y eut un rire général dont je fus très offensée et je n'en demandai pas plus long. Le lendemain matin, à peine étions-nous en selle que j'interrogeai Paul, qui m'avait donné l'impression que le récit de son père avait pour lui une signification qu'il n'avait pas eue pour moi. Immédiatement, mon cousin transpira, renifla et prit un air malheureux. Il bafouillait dans son désir d'échapper à mes questions, mais il n'était pas de force. Et, sous la vivacité de mon insistance, il éclata avec désespoir. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un type qui n'est pas au complet, cria-t-il. La beauté lapidaire de cette phrase ne fit aucune lumière dans mon esprit. Mais le trouble de Paul éveilla en moi une pudeur inconsciente qui me força de me taire. Je cherchais vainement l'homme au cheval noir dans tout le bois ce matin-là, le lendemain encore et les jours suivants, il ne reparut pas, et bientôt je songeai à d'autres choses. Mais j'y ai souvent pensé depuis, et il me semble que de tous ceux que j'ai cru inspirer, l'amour de cet homme est le seul qui vaille, que j'en garde quelque vanité. 4. Il y avait ce soir-là du monde à dîner. J'étais armée de méfiance contre ces solennités, car il ne manquait pas à chacune de surgir un jeune homme inconnu qui m'offrait le bras pour aller à table et dont ma mère me disait le lendemain: comment as-tu trouvé monsieur X charmant, n'est-ce pas? Un garçon tout à fait distingué. Il a un avenir magnifique. Bien entendu, le monsieur X était quelque galopeur de dot qui m'avait dégoûté profondément par la platitude de ses compliments. Je formulais sur lui mon opinion en termes nets. Ma mère déclarait que j'étais une sotte prétentieuse, et pendant des jours nous ne nous parlions pas. Je me faisais à 18 ans une très grande idée de la beauté et du sérieux du mariage. Je n'avais pas vu encore, je n'ai jamais vu depuis, aucune réalisation de mon idéal, mais je me croyais assez de force au cœur pour accomplir ce chef-d'œuvre, et je me cramponnais à mes rêves avec une énergie d'autant plus grande que certaines inquiétudes venaient parfois m'avertir qu'il pouvait bien après tout n'être que des rêves. Les choses se passèrent ce soir-là comme les autres. À 7h30, le jeune homme inconnu fit son entrée de l'air de précaution discrète et souriante qu'ils avaient tous et qui les faisait se ressembler bêtement. C'était un grand diable fortement charpenté, cambré à l'excès, ayant cette façon de paraître un peu déguisé qui révèle l'officier en civil. Ma mère me le présenta immédiatement et dans l'accent de pompeuse câlinerie qu'elle mit à prononcer le lieutenant des Hermètes. Il y avait pour lui des promesses infinies de dot, d'avancement d'ouarie et d'héritage. Après avoir d'un salut très court répondu au salut componctueux du lieutenant, j'émigrai sans plus attendre vers un autre point du salon. Mais ce militaire avait de la résolution, il emboîta le pas et me suivit. Je décidai, puisque je ne pouvais échapper, de faire tête à l'ennemi. Une volte brusque me planta devant lui, le regard direct, dans une attente hostile de ce qu'il avait à dire. C'était un esprit ingénieux, tout de suite il trouva quelque chose. Êtes-vous allée à l'hippique aujourd'hui, mademoiselle? C'était tout à fait réussi? Non, monsieur, je ne vais jamais dans cet endroit assommant.
Certains se fussent découragés. Mais le lieutenant des Ermettes n'était pas de ceux-là. Ma réponse parut l'emplir d'un héroïque désir de bien faire. Ah, vraiment, je n'étais pas allée à l'hippique. Excellente occasion de me raconter en détail comment le prix de la coupe avait été gagné par un de ses camarades. Il le raconta. Je l'écoutais avec un petit désespoir froid. Il viendrait peut-être le jour affreux où, lasse de lutter, je finirais par abandonner ma vie à l'un de ces hommes-là qui se connaissent en chevaux et croient être l'élite de la nation parce qu'en temps de guerre ils seraient parmi ceux qui donnent des ordres aux autres. Une soudaine curiosité vint couper mes songeries moroses. Ma mère, vivement levée de son fauteuil, allait vers la porte, toute la figure élargie d'un sourire, plus comblé encore que celui dont elle avait accueilli monsieur des Ermettes. À qui pouvait se dédier un tel épanouissement? J'étais empêchée de voir par un groupe dense, mais j'entendis la fanfare triomphante de la voix maternelle, la voix des circonstances, particulièrement flatteuse pour son amour-propre. Cher monsieur, comme vous êtes aimable d'être venu. C'est une telle joie pour moi que vous ayez bien voulu me sacrifier quelques-uns de vos instants si précieux. Je me demandais quel pouvait être l'étonnant personnage dont les instants valaient si cher, même à l'heure des repas, et je m'avançai un peu pour l'apercevoir. C'était un homme de haute taille, un peu dégingandé, dont le torse large et mouvant marquait à chaque geste sous le drap de l'habit la puissance d'une formidable musculature. Il avait des cheveux bleuâtres, une peau oxydée d'Indien, de grands yeux d'un noir brusque tombant vers l'angle extérieur et d'une douceur étrange. Sa bouche étroite, à lèvres épaisses, retroussait d'insolence la broussaille de sa moustache. Pour dire les banalités nécessaires, sa voix flexible à timbre riche donnait la sensation de l'éloquence, sans même que l'on perçût le sens des paroles qu'il prononçait. Ma mère faisait des présentations. J'entendis son nom, Monsieur de Louvenac. C'était le fameux député dont les brutales apostrophes à la Chambre et les articles injurieux et véhéments avaient attiré parfois mon attention dans les moments où je pensais devoir m'intéresser aux affaires de mon pays. Il était le dernier convive attendu. On annonça le dîner avant que ma mère ne l'eût présenté. J'étais en face d'elle à table. À peine assis, monsieur de Louvenac se pencha et parut faire une question en me désignant du regard. « Mais oui, c'est ma fillette. Odile, je te présente monsieur de Louvenac. » Dès les hors d'œuvre, mon oncle de Brétigny voulut entraîner le député vers des révélations politiques, mais il se défendit avec un air d'ironie courtoise et commença de discourir sur l'amour. L'amour, seul intérêt de notre existence brève. Il en vanta les douceurs véhémentes avec des mots dont chacun me paraissait doué d'une vie personnelle et d'une ardeur. Il en célébra l'amertume féconde, inspiratrice du génie. Sa voix se velouta pour citer ces vers de Musset. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux, et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. À la façon dont il détacha les deux M d'immortels, je sentis, à n'en pas douter, que l'immortalité était une chose à lui appartenant, et dont il disposait selon sa convenance. Et comme il passait sa main d'un geste ample dans ses cheveux, je m'étonnais presque de n'y point voir de rayons. Il parlait si abondamment que les autres avaient pris le parti de se taire. Le lieutenant des Ermettes lui-même, totalement sidéré, dînait vigoureusement et en silence. Je m'exaltais. Une soudaine résolution de le forcer à s'occuper de moi m'investit d'énergies invincibles et d'une voix saccadée par la peur et le courage.
Je dis tout à coup: «Pourtant, monsieur, l'amour n'occupe qu'un moment de la vie, et si ce n'est qu'un intérêt individuel, trouvez-vous vraiment qu'il ne soit pas criminel de lui sacrifier les facultés qu'on a le devoir de consacrer au bien de toute l'humanité?» Ma mère fixa sur moi un regard dissolvant d'indignation. Que m'importait? Bien que mon audace eût amené à mon visage tout le sang de mes veines, je triomphais, car monsieur de Louvenac souriait et son regard posait dans le mien. Permettez-moi, mademoiselle, de réfuter votre paradoxe, car c'en est un, dit-il, du même accent dont il devait prononcer cher ange lorsqu'il était épris. L'amour n'est pas un intérêt individuel, mais l'intérêt même de l'espèce. Il n'y en a pas de plus général que je sache. Ce qui est momentané, c'est l'ambition, la lutte pour une idée, que d'autres idées en marche déjà viendront périmer demain. La passion seule est de l'éternel et du nécessaire. C'est elle qui alimente les activités. Ceux qui ne font que penser vont au même but que ceux qui sentent, mais par des voies détournées. Le monde appartient aux passionnés. J'ai gardé très net le souvenir de ces paroles, comme de presque de toutes celles que je lui ai entendu dire. Il est vrai que je les notais avec une précision de sténographe dans mon journal, qui à cette époque fut uniquement consacré à sa glorification. Ah, sans nul doute, le monde appartenait au passionné qu'il était. Et moi aussi, je lui appartenais. Je ne répondis pas, et je restais les yeux dans les siens, si caresseur et prenant. C'était bien là l'homme à qui il valait de donner sans réflexion sa vie. Après le dîner, solidifié par la nourriture, le lieutenant reprit ses avantages et me bloqua dans un coin pour m'exposer ses théories conjugales. Ses yeux essayaient de rêver. Prise d'une féroce impatience, je dis sèchement: quelle fortune avez-vous? Son cou s'allongea. Il eut l'air perplexe et pas content. Mais, mademoiselle, mais quoi? Fis-je très tranquille. Vous voulez m'épouser, n'est-ce pas? Vous savez le chiffre de ma fortune? Qu'y a-t-il d'étonnant à ce que je m'informe de la vôtre? Mon Dieu, mademoiselle, elle est modeste, très modeste, j'en conviens, mais j'ai un nom. Une famille très bien posée, un avenir militaire magnifique. Oui, oui, je sais. Mais je ne tiens pas à ces choses, je ne tiens qu'à l'argent. Et vous allez comprendre pourquoi. Le seul moyen que j'ai de croire qu'on ne m'épouse pas pour ma dot, c'est de ne prendre qu'un mari plus riche que moi. Et j'y suis absolument résolue. Cette fois, le lieutenant ne s'opposa par aucune manœuvre à ma sortie du coin où il m'opprimait. Tout ce qu'il avait d'éducation ne suffisait qu'imparfaitement à dissimuler sa stupeur indignée. Tout ce qu'il avait d'esprit ne suffit pas à lui faire trouver une réplique, et je m'en fus vers le groupe où monsieur de Louvenac causait avec de grands gestes, qui remuaient de l'idéal par-dessus la tête de ses auditeurs conquis. Il disait des choses sublimes sur la bien-aimée terre de France qui souffrait l'agonie et l'insulte de la botte allemande. Il parlait du Rhin, notre frontière naturelle. Il voulait le Rhin, et sa phrase s'emportait en violence furieuse pour revenir sur elle-même comme une lanière qui s'étend, plaque et s'enroule, menée par un geste habile. Je ne trouvai plus de toute la soirée d'occasion pour lui parler, mais je rôdais autour de lui, m'emplissant du bruit superbe que faisait sa parole. Quant au lieutenant, il partit tôt. Au lieu du mépris haineux
que ses pareils m'inspiraient à l'ordinaire, il emporta de moi une sorte de reconnaissance. Ne m'avait-il pas, par l'antithèse qu'il représentait, indiqué mon but? Sa présence avait servi à rendre plus rapide la formation de mon amour. Car j'aimais. Je lus les articles de Louvenac, j'achetai sa photographie, et j'appris sa figure comme un poème. Il eut un duel, et pendant 48 heures ma tête se détraqua. Tout était changé en moi et autour de moi. Je m'intéressais aux plus minimes incidents qui me paraissaient, quels qu'ils fussent, avoir de secrètes ramifications avec ma tendresse. Rien ne m'était plus indifférent. Je faisais pendant des heures des efforts diplomatiques pour contraindre les gens à prononcer le nom aimé. Je parvins à convaincre mon oncle que sa conversation me passionnait, et il me conduisit à la chambre où il allait sans cesse. Quelles prodigieuses émotions je vécus là! À travers la distance, je regardais Louvenac si fort que j'étais sûre qu'il le sentait. La foule disparaissait. Il me semblait être seul avec lui, et que mon amour le pénétrait, et que c'était pour moi qu'il parlait, et que chacun de ses gestes marquait notre entente. Il circulait du bonheur et de la folie dans mes artères. Il revint chez ma mère, d'abord à des intervalles espacés, puis plus souvent, puis sans cesse. Dans les premiers temps, il ne parut presque pas s'apercevoir de ma présence, d'ailleurs je m'effaçais très complètement. Le voir m'était une joie suffisante, je ne souhaitais pas davantage. Cependant, d'une manière insensible, il s'occupa de moi davantage, mais toute sa ferveur louangeuse était réservée à ma mère, à qui il témoignait une admiration dont l'excès me surprenait infiniment. Elle avait l'esprit tellement léger et enfantin que je ne parvenais pas à comprendre quelle sorte de plaisir Louvenac pouvait trouver dans leurs interminables conversations. Il en trouvait pourtant, et acceptait avec une visible joie ses invitations. Ma mère le déclarait un homme absolument supérieur, parlait de lui à tout venant, répétait ses mots en les défigurant et me reprochait aigrement ma froideur, qu'elle appelait une pause. J'étais froide, en effet. C'était le seul moyen que j'eusse de garder mon secret. Je ne songeais pas que je pusse épouser Louvenac. Je sentais trop ma médiocrité. J'entendais quelquefois des allusions à ses succès, et il me paraissait que des princesses de conte devaient être seules assez belles et de sang assez bleu pour satisfaire un tel cœur. Un jour, nos relations se modifièrent totalement sans que rien ne fût advenu qui expliqua cette transformation. Cela commença ainsi. Je le reconduisais à la porte du second salon, lorsque tout à coup il dit « Savez-vous que vous m'intimidez, mademoiselle Odile? Il y a en vous quelque chose de grave, presque de sacré, qui me trouble, comme rien n'a jamais fait. » Et, ranimant d'une pointe de blague l'accent assourdi de sa voix, « N'allez pas profiter de cette confidence pour vous moquer de moi, conclut-il. Et il s'en alla si rapidement que je ne pus répondre. Sans doute, il n'avait pas attaché d'importance à ces paroles. J'en demeurais ravagée, j'étais malade d'espoir. Pendant 15 jours, j'attendis à chacune de ses visites qu'il parût se souvenir de ce qu'il m'avait dit. Mais il ne se souvenait pas, et faisait une cour active à l'une de mes amies, récemment mariée, et qui m'en racontait avec orgueil les détails. L'une des nombreuses théories que trop de lectures avaient élaborées en moi, c'est que la jalousie est une affaire dont les cerveaux bien organisés ne sauraient être atteints, car ou bien l'on est aimé, alors c'est stupide injustice, ou bien on ne l'est pas, et c'est une défaillance de la fierté. J'étais jalouse, pourtant, quoique fière et pas aimée. Cette contradiction mettait en moi un désordre effarant. Un soir, Louvenac, après avoir plus
ostensiblement que jamais flirté avec mon ami, vint s'asseoir près de moi. Sa figure s'était obscurcie pendant le très peu d'instants qu'il avait mis à traverser le salon. Tout est inutile. Il dit cela en rejetant ses bras de chaque côté de lui-même, comme pour les délasser d'avoir porté quelque poids écrasant. Tout quoi? Fis-je, ému déjà de sa tristesse. Tous les efforts que l'on fait pour mentir à soi-même. Je me crus deviner, et qu'il allait me plaindre. Qui donc tente de se mentir? Demandai-je presque hautaine à force de souffrance orgueilleuse. Mais moi, bien entendu. Je ne vous comprends pas. Naturellement, pour comprendre, il faut aimer. Et vous ne m'aimez pas. Mais si, je vous aime beaucoup. Oui, vous m'aimez beaucoup. C'est bien cela, tandis que vous, à quoi bon vous le dire? Mais si, vous pouvez me le dire. Quoi que vous en pensiez, je m'intéresse à vous et je vous plains. Vous aimez madame d'Arglay, et c'est pour cela que vous êtes triste, n'est-ce pas? Il eut dans le regard une brusque joie incompréhensible. Madame d'Arglay? Mais c'est donc vrai que vous ne comprenez pas? Oui, j'aime follement, passionnément, mais ce n'est pas madame d'Arglay. Comment pouvez-vous ne pas sentir que c'est vous? Sa belle voix chauffait les paroles qu'il disait. Je regardais autour de moi en détresse. Qu'allais-je faire? Crier de bonheur, éclater en sanglots, m'évanouir peut-être? Mon cœur ne voulait plus battre. Aucune force ne me demeurait pour dompter la révolte de mes nerfs. Je me levai. Vous partez? Quelle vraie peur il y avait dans son regard. Oui, laissez-moi m'en aller, je vous en supplie. La peur de ses yeux était changée en joie. Mon trouble éperdu livrait tous ses secrets. Allez, cher enfant, vous êtes la maîtresse, vous la serez toujours, dit-il avec une admirable gravité. Puis, tout bas, et comme je m'éloignais déjà, me permettez-vous de vous écrire? Oui. Merci. Il s'était levé et rentrait dans les groupes. J'admirais la force morale qui lui permettait de reprendre à l'instant même son sang-froid mondain. J'étais, moi, ivre, folle, à force d'acuiter mon bonheur avec tous les caractères de la souffrance. Dès le lendemain, je recevais une lettre où il me racontait ses luttes qui tremblaient comme une voix émue. Ensuite vint une seconde lettre qui demandait que par quelques signes, une fleur que je lui donnerais, je témoignasse de n'être pas offensé de sa passion. Et je me souviens d'avoir, à ce sujet, fait des réflexions compliquées sur les splendeurs du sentiment qui charge d'émotion et de poésie les manifestations les plus totalement banales. Lorsqu'il vint au samedi de ma mère, je lui donnai une rose, et comme il fut beau de paraître si triomphant, il prit l'habitude de m'écrire tous les jours, et à chaque lettre le ton montait. Il y avait de plus en plus de tortures subies et d'espoirs fous. L'été venu, au moment des séparations, il donna à entendre que si je ne me décidais pas à répondre à ses lettres, sa souffrance, loin de moi, ne serait pas tolérable. Il marqua de sa jalousie des inquiétudes. En somme, pendant les 2 mois qui venaient de s'écouler, je l'avais laissé se débattre sans rien faire pour lui. N'étais-je pas une coquette amusée d'avoir dompté un indomptable? Quelle raison de croire en moi avais-je donné? Pénétré du sentiment de ma médiocrité devant un tel amour, je lui avouai que moi aussi je l'adorais. Pour la première fois, il parla de m'épouser. Ce fut un grand jour. Il songeait à lier mon humble vie à la sienne. Il me trouvait digne. Je proposai de mettre ma mère au courant de nos projets, mais il s'y opposa violemment. Notre mariage ne se ferait certainement pas sans difficulté. Il avait d'atroces ennemis. Il était un grand calomnié, sans nul doute
Ma mère ne serait pas facile à convaincre, il fallait préparer les choses. En tout cas, c'était lui seul, qui plaiderait sa cause. S'il ne la gagnait pas, il espérait en ma fermeté, en mon héroïsme qu'il devinait si bien. J'allais avoir 19 ans. Bientôt, je serais libre de disposer de moi-même, et si les circonstances nous étaient adverses, je pourrais compter sur son amour, et il comptait sur le mien. Il avait raison de compter sur moi. Dans le magnifique abêtissement de la tendresse, j'abdiquais tout sens critique, ce que je ne comprenais pas dans ses explications me paraissait devoir le grandir encore. Et je passais un été radieux, m'affolant de ces lettres frémissantes qui chaque jour apportaient la pâture de mon cœur. Après une saison d'eau et de 6 semaines de courtes stations dans les châteaux, nous étions réinstallés à Paris, et j'attendais ce jour-là sa visite, et que, ainsi qu'il l'annonçait, il commença auprès de ma mère son plaidoyer en faveur de notre joie lorsque, par le courrier du matin, je reçus de lui une lettre encore. Elle disait ceci. Ma chère vieille, ça marche. C'est aujourd'hui que je donne l'assaut à la bonne dame. Elle me bafferait depuis que, sur ton conseil, j'ai lâché son usufruitière maturité pour la nue propriété de la petite. Je pense que lorsque je vais lui dire que c'est l'enfant que je veux et pas elle, il y aura grincement de dents, mais quand même. J'espère en venir à bout. Et puis, en mettant les choses au pis, j'ai pour moi la petite qui fera n'importe quoi. Seulement, je préférerais les voies faciles à cause de ma situation politique. L'impossible, c'est d'avouer l'état de mes affaires, ça gâterait tout. Alors, j'ai pensé que puisque tu m'avais jusqu'ici tellement bien guidée dans cette affaire, qui sera aussi bonne pour toi que pour moi, si nous la réussissons, tu voudrais peut-être me donner le moyen de tout arranger que voici. Tu me prêtes 300 000 francs naturellement, avec toutes les garanties, sûretés et engagements que tu pourras exiger de moi. Je les dépose chez un banquier, on peut y aller voir. J'ai une indépendance suffisante pour prendre des attitudes spartiates, je les prends. On n'ose pas m'accuser d'en vouloir à l'argent de la demoiselle, fille, l'horreur. Et, après la noce, je te rends ton petit paquet augmenté de 100 000 francs. En attendant mieux. Si l'arrangement te convient, réponds par dépêche. À toi de tout, moi. Louvenac. Je l'avais lu debout. Je m'assis quand ce fut fini. Et je posai la lettre à côté de moi, ma main pesant dessus, comme si les choses qu'elle disait avaient voulu s'envoler dans la pièce, fuir par la porte, gagner la rue, répandre au travers de la ville l'infamie de cet homme. Ah, comme ça faisait mal, ce qui allait et venait dans ma tête, comme je me sentais avilie, dégradée. Je me vis tout à coup dans la glace en face de moi. Je me souviens d'avoir souri à cette blême figure qui me regardait avec des yeux effrayants et de l'avoir saluée du mouvement involontaire que l'on fait devant les cercueils. Puis, ce fut en moi le besoin d'en finir, de me faire libre, d'arracher de moi le bout de chaîne cassé qui me tenait encore. Je descendis dans la rue, j'arrêtai un fiacre et je me fis conduire chez Louvenac. Lorsqu'il me vit entrer dans son cabinet où il était seul, il eut un sursaut. Puis tout de suite les yeux tendres, il vint à moi tendant les mains. Cher bien-aimé, quelle joie! Mais je coupai l'effusion. Je vous rapporte ceci, fis-je d'une voix toute rauque, et je jetai le papier froissé sur le bureau. Il le prit, et à peine y eut-il posé son regard qu'il devint singulièrement livide. Oui, vous vous êtes trompé d'adresse, dis-je encore. Je suis venu pour que vous me rendiez mes lettres. Combien voulez-vous? Faites votre prix. Il eut une imprécation, un geste violent. Je n'aurais pas deviné que sa figure hautaine et tendre pût ressembler à cela. C'était terrible.
Mais j'étais dans un état d'esprit qui ne laissait aucune place à la peur. Je répétais: vous m'avez entendu. Faites votre prix. Ne m'insultez pas, répondit-il sourdement, c'est inutile. Fouillant dans un tiroir, il en tira mes lettres nouées en un paquet et me les tendit. Puissiez-vous ne jamais regretter un amour qui ne reculait pas devant une infamie pour vous conquérir, dit-il. Ah, le beau cabotin! Il avait des larmes dans les yeux, et brusquement il plia un genou, prit le bas de ma jupe et la baisa. Allez maintenant, me dit-il, et soyez heureuse. Vous venez de me faire expier en cette minute tout le mal que j'ai pu commettre dans toute ma vie. Comme je sortais rapidement, je vis qu'il était rassis devant son bureau, la tête dans les mains, des sanglots secouant ses épaules. Ah, le beau cabotin! 3 mois plus tard, le jour de son remariage avec un Portugais dont nous avions fait la connaissance à Vichy l'été précédent, ma mère, en causant avec moi des gens qui étaient venus à la cérémonie, fit remarquer d'un air fin l'absence de Louvenac. Je peux bien te le dire à présent. Il avait demandé ma main. Il m'en veut. Cela se comprend, expliqua-t-elle avec un air d'aimable fatuité. Oui, je sais, répondis-je. Tiens, tu t'en étais douté. Comment? Il me semble que c'est lui-même qui m'en a donné l'idée. Tu as toujours une drôle de façon de dire les choses. Et ma mère me regarda d'un air soupçonneux, mais bientôt elle pensa à d'autres objets. Il m'a semblé cette année-là que je savais le véritable sens de la vie et qu'il se nomme mensonge. C'est aussi vers le même temps que j'ai contracté le tic, je l'ai encore, qui consiste à entrer dans un extrême agacement nerveux lorsque j'entends des tirades patriotiques et à concevoir une méfiance instinctive et puissante contre les gens auxquels, pour être tranquille, il faut absolument le rein, et contre ceux encore qui disent que l'amour est le but de la vie. 5. 20 ans. Ce fut assez curieusement arrangé ma première rencontre avec Georges de Montclès. J'avais pour grande amie, depuis 3 ans, mademoiselle d'Arglade. C'était une femme de 30 ans, point jolie au sens courant du mot, mais absolument séduisante. Bâtie en force, les épaules larges, des hanches, une poitrine aiguë qui pointait dans les corsages, car elle portait des corsets très bas qui laissaient libre et mouvant le haut de son torse. Elle avait dans ses cheveux des vernis de bronze d'or et des yeux noirs tachaient impérieusement la clarté de son visage long à menton volontaire. Elle s'habillait avec une simplicité où il y avait du génie. Toute étoffe sur elle prenait un style. Très douée, elle faisait un peu de tout et joliment, de la musique, de la peinture, de la sculpture, de merveilleuses broderies. Elle m'aimait beaucoup et avec beaucoup d'autorité. Elle dirigeait ma vie, régentait mes sympathies, me dictait des idées, tout cela un peu au hasard de ses caprices, mais lorsque j'essayais de discuter quoi que ce fût avec elle, usant d'une incomparable virtuosité verbale qui était toujours à son service, elle démontrait que ses apparentes inconséquences n'étaient autre chose que les manifestations d'une suprême unité de système, et elle avait une telle souplesse d'argumentation que je me laissais convaincre, heureuse de m'être trompée en croyant trouver mon idole en faute. Tout ce qu'elle disait laissait en moi des traces fortes. Je l'avais rencontrée à cette heure de la vie où la pensée en formation hésite, cherche un modèle pour prendre sa forme définitive. Elle avait été ce modèle. Son mari était tout simplement un mondain,
très sensiblement inférieur à elle, et qui acceptait cette situation d'assez facile grâce, se bornant à relever parfois, avec des ironies faibles, le disparate trop rapproché de ses affirmations. Note de la lectrice: j'ai fait une erreur dans la lecture plus haut, il s'agissait de Madame d'Arglade et non pas de Mademoiselle. Reprise. Reprise. Son mari était tout simplement un mondain très sensiblement inférieur à elle et qui acceptait cette situation d'assez facile grâce, se bornant à relever parfois, avec des ironies faibles, le disparate trop rapproché de ses affirmations. Car elle affirmait sans cesse, elle était toujours sûre de quelque chose. Nous nous voyions très souvent et je lui disais tout. J'étais plus malheureuse que jamais dans ma famille. Mon portugais de beau-père me faisait vaguement la cour, et cela donnait lieu à d'intolérables scènes. Je fuyais la maison, très encouragée à cela par ma mère. Aimée d'Arglade me donnait l'hospitalité avec une chaleur de cœur qui me permettait de croire qu'en allant chez elle, je la faisais reconnaissante. J'y dînais plusieurs fois chaque semaine et je travaillais presque tous les jours dans son atelier. J'eus la surprise un soir, en entrant dans le salon, d'entendre M. d'Arglade parler très haut, et comme s'il avait été en colère. Généralement, il ménageait sa voix, car il souffrait d'une laryngite chronique et le moindre effort lui donnait des quintes de toux. Du reste, ce qui se produisit cette fois-là, et lorsque j'entrai dans le fumoir, il étranglait positivement. Ah, la voilà! S'écria Aimée, qui me reçut avec véhémence, comme si mon arrivée eût été un secours pour elle. Pendant que je l'embrassais, je vis par-dessus son épaule que M. d'Arglade, qui achevait péniblement de reprendre sa respiration, avait une mine amère et sa figure décongestionnée resta très pâle. Aimée, au contraire, avait les pommettes plaquées de rouge. Évidemment, ils venaient de se disputer. J'en appris tout de suite la raison. Je suis contente de vous voir, petite, dit mon amie, qui, de son bras musclé qu'elle avait lié à ma taille, m'entraîna vers un divan. Figurez-vous que nous avions des difficultés à propos de vous. Ne faites pas des yeux étonnés, c'est ainsi. Adrien prétend. Tournée vers lui, elle le regarda durement, afin qu'il comprît bien qu'elle ne supporterait pas longtemps qu'il continuât à prétendre, que c'est incorrect de s'adresser à vous dans une circonstance où, en somme, vous êtes seul intéressé. C'est de votre mariage que je parle. Mon mariage? Aimée détestait les exclamations inutiles, l'étonnement, tout ce qui faisait une entrave momentanée à ses déterminations. Un agacement vif serra ses lèvres et arrondit les narines de son nez droit et blanc. Oui, votre mariage. Nous avons un ami qui, sans vous connaître sur mes seuls récits, s'est exalté sur vous. C'est un imaginatif, un passionné. Il était pris de vous rien que parce que, comme il dit, vous n'êtes pas conforme. Vous voyez cela d'ici. Pas une poupée à formule, mais un être de grande race mentale, la femme que l'on rêve de rencontrer et de conquérir. Mais, ma chérie, risquai-je sans audace, il n'y a pas 8 jours, vous m'affirmiez que j'avais la vocation du célibat et que le mariage serait pour moi la pire aventure. Monsieur d'Arglade eut un rire dont la dureté me surprit. Aimée, elle, avait l'air féroce. La résistance l'exaspérait toujours. Oui, j'ai dit cela, et je le répéterai tant qu'il s'agira des mariages que vous êtes exposé à faire sous l'aile de votre chère mère. Oui, je vous ai dit qu'il ne fallait pas vous marier, et cela d'autant plus énergiquement que je sentais venir l'heure où je pourrais vous offrir ce que j'offre, un homme digne de vous, auquel j'ai inspiré l'amour de vous. Oui, cela semble fou, sans vous connaître,
N'importe. Il a dans la tête son amour. Et dès qu'il vous aura vu, ça lui tombera sur le cœur. Que vous dire de lui? Il est beau, il a de l'esprit, il est riche, il a un nom très élégant, une excellente situation mondaine. Je ne pense pas que vous discutiez tout ceci. Cette fin de phrase s'adressait au pauvre Adrien, qui sortit d'une nouvelle quinte de toux pour répondre. Oh non, ce n'est pas cela que je discute. J'interrogeai. Comment s'appelle-t-il, cet admirable monsieur? Le comte Georges de Montclès, prononça Aimé avec emphase. Tout cela est très bien. Je ne vois pas pourquoi monsieur d'Arglade en est fâché. Adrien fut repris d'une toux qui me parut venir moins de son larynx que d'un grand embarras. Tout simplement parce qu'il trouve que je devrais m'adresser à votre mère et pas à vous. Mon Dieu, fit monsieur d'Arglade en renonçant à tousser. Si c'est vraiment sérieux cet amour bizarre de Montclès, et si mademoiselle Odile pense que sa mère doive ratifier ses décisions. Sans doute possible, répondis-je. Mais comme ce bon monsieur d'Arglade me paraissait étrange ce soir-là. Alors, il écarta les bras comme pour ôter une responsabilité qui eût fait sur lui des plis gênants, et sourit d'un air équivoque. Alors, nous n'allons pas flâner, reprit Aimé. Montclès vient prendre le thé ce soir. Naturellement, je ne l'ai pas prévenu qu'il vous trouverait ici même. Je me demande si je lui dirai qui vous êtes. Certainement, dit monsieur d'Arglade, avec une agressivité sans motif. Le spectacle de son inévitable émotion intéressera mademoiselle Odile, et moi aussi, vous n'en serez pas surprise. J'aime à le croire assez bien élevé pour ne rien manifester, riposta Aimé en jetant à son mari un regard dénigrant pour toute sa personnalité, tant physique que morale. On annonça le dîner. La question demeura suspendue, j'étais songeuse. L'idée du mariage ne me déplaisait pas en soi, mais la brusquerie de cette rencontre m'épeurait. Théoriquement, le mariage m'apparaissait comme une porte, par où sortir de mes ennuis domestiques, mais à en être si lestement rapproché, j'apercevais l'espace de l'autre côté de la porte. Il était plein d'inquiétude. Je savais qu'un refus à entrer dans les combinaisons d'Aimé créerait entre nous des froissements destructeurs de notre chère amitié. J'avais le cœur serré, et je me mis à souhaiter que M. de Montclès fût tel qu'il me plût de façon foudroyante, pour pouvoir abdiquer toute volonté et passer la symbolique porte sous la responsabilité absolue de la sagace Aimée. Le dîner fut plein de silence. De retour au salon, madame d'Arglade fit avec animation le plan de la soirée. Monsieur d'Arglade reçut l'ordre d'être particulièrement aimable. Elle devait se mettre au piano. Je resterai à causer avec monsieur de Montclès. Adrien, d'un air très naturel, irait lire son journal au fumoir et ne reviendrait au salon que lorsqu'elle cesserait de jouer. Alors, elle emmènerait mon amoureux dans le fumoir, saurait son impression et lui dirait de partir tout de suite afin que nous puissions causer. Pourquoi ne serait-ce pas moi qui lui demanderais cette impression? Dit M. d'Arglade d'un air crispé. Ah, si vous voulez, ce sera suprêmement délicat. Je suis l'instigatrice et la confidente de ses sentiments. Allez lui dire que nous en avons causé ensemble, que nous nous en sommes moqués même, ce sera encore mieux. Donnez-lui la sensation qu'il est ridicule. C'est un moyen magnifique de tout réussir. Faites, ce sera charmant. Sans nul doute, la proposition de M. d'Arglade était maladroite, mais elle avait trop peu de conséquences pour motiver cet accès de colère. Chère Aimée, comme il fallait qu'elle tînt à moi pour être ainsi bouleversée et vibrante. Adrien réfléchit un moment, puis vous avez sans doute raison, dit-il très pincé. Allons jusqu'au bout de tout ceci, nous verrons bien. Presque aussitôt,
Monsieur de Montclès fut introduit. Il était beau. C'était un blond robuste qui avait la suprême élégance de beaucoup de distinction dans beaucoup de force. Aimée l'accueillit avec ses façons de camaraderie un peu mâles qu'elle avait avec les hommes, puis elle nous présenta l'un à l'autre. Elle avait menti en disant que monsieur de Montclès n'était pas averti de ma présence, où il avait, lui, une bien extraordinaire force de dissimulation. Rien ne peut rendre l'indifférence et la distraction qu'il mit à me saluer. Il était certainement préparé à ne pas laisser voir l'émotion ou tout au moins la curiosité qu'il ne pouvait manquer de ressentir. Il causa spirituellement avec une belle verve sanguine. Le programme d'Aimée s'exécuta très précisément. Lorsqu'elle se fut mise à jouer des fugues de Bach, en me disant qu'elle se déchargeait sur moi du soin de distraire monsieur de Montclès, il y eut, entre lui et moi, un moment de consternation. Il était gêné, troublé. Cela me toucha de voir ainsi ce beau reître blond, et quand ses yeux ironiques et sensuels, il y eut de l'inquiétude. Je désirais follement lui plaire. Il y eut d'abord un long silence. Il regardait le tapis. Tout à coup, je m'aperçus que, au point où s'attachaient mes yeux, il y avait mon pied, mon gentil pied, pincé dans l'étroitesse d'un soulier pointu, et dont la peau s'apercevait au travers du chantilly de mon bas. Vivement, je le rentrai sous ma jupe. Il releva les yeux vers moi et sourit, pendant que je rougissais. Ce fut une minute très délicatement délicieuse. Il se mit à parler de la musique de Bach d'une façon irrévérencieuse et comique, mais sans nulle sottise ignorante, puis il me raconta une exposition de tableaux qu'il avait vue dans la journée. On lui sentait l'horreur du sérieux des choses, un goût de raillerie, la passion des surfaces, la crainte de l'ennui. Mais sa légèreté avait beaucoup de grâce et d'harmonie, et bien qu'elle fût en direct antagonisme avec l'irréductible sérieux de mon caractère, j'en étais séduite. Notre causerie dura 3/4 d'heure. Et lorsqu'Aimée se leva en disant avec un rire nerveux: Ouf, j'en ai assez de cette auguste bonze. Vous aussi, je pense. Je m'aperçus qu'un regret que ce fût déjà fini m'assombrissait. Pendant que mon ami, selon les arrangements établis, causait dans le fumoir avec monsieur de Montclès, monsieur d'Arglade, revenu près de moi, écoutait, d'un air bizarrement préoccupé, les voix assourdies, confuses, mais très animées. Ils parlaient tous les deux à la fois. Comme décidément on ne percevait rien de leurs paroles, il eut un haussement d'épaules et se tournant vers moi: Eh bien, comment vous a plu le beau Georges? Énormément. Je le trouve charmant, répondis-je, l'air en bataille, car son intonation m'avait irritée. Alors vous allez l'épouser? Cela se pourrait. Sa figure prit une expression réjouie. Vous ferez bien, dit-il. Comme tout le monde était particulier ce soir-là. Quand Aimée rentra, elle avait le teint animé, les yeux violents, sa figure d'après les disputes. Monsieur de Montclès avait l'air bouleversé, il faisait visiblement un gros effort pour garder du calme. Il ne tarda guère à se retirer, je lui tendis la main, avec plus de solennité qu'il n'était indispensable. Il la garda une seconde, hésitant, puis se courba pour la baiser. Lorsqu'il se redressa, il avait le sang aux joues. Il me regarda étrangement avec inquiétude, presque avec douleur. Puis, il prit congé. Immédiatement, avec une fébrilité toujours croissante, Aimée raconta qu'il me trouvait exquise, et, pour peu qu'il me plût, mon mariage était chose faite. Monsieur d'Arglade parut béat. Je demandai à réfléchir un peu, à le revoir encore. Je réfléchis, je le revis,
et je fus prise. J'avais perdu de vue mon grave idéal. Il y avait en cet homme un charme indéfinissable. Je désirais qu'il me regardât pour subir la prise de sa volonté. Quand je lui donnais la main, il me paraissait que c'était mon être entier qu'il tenait. Sa voix me causait une émotion de caresse. Il lui suffisait de vivre pour séduire. Quand nous fûmes, officiellement, fiancés, dans l'intimité des causeries que rompaient, sans les gêner, de perpétuelles entrées et sorties d'aimer, je lui demandai de m'expliquer cet étrange amour qu'il avait eu pour moi avant de me connaître. Il répondit par des plaisanteries, il ne savait plus, il ne voulait parler que de son amour actuel, et il en parlait délicieusement. J'avais parfois des inquiétudes à nous sentir si totalement différents, mais il était trop tard. Il avait été trop tard tout de suite. Quelque chose de trop fort me poussait vers lui et je m'abandonnais. J'ai toujours été très choquée de la grossièreté des coutumes qui entourent le mariage. L'ostentation de la cérémonie publique, l'étalage joyeux de tout ce qui eût dû être intime et secret, et ces mœurs bizarres au cours des fiançailles. Les cadeaux surtout, qui paraissent à chaque jeune fille une banalité usagère pour toutes les autres et pour elle seule la marque d'un amour d'autant plus intense que les diamants sont plus gros et les dentelles plus hautes, révoltante habitude qui rend pendant quelques semaines les vierges identiques à des courtisanes que l'on gagne par des présents. Georges mit au sien de telles délicatesses que je perdis de vue, une fois de plus, mes systèmes pour m'attendrir comme font toutes les autres du soin qu'il mettait à me plaire. Aimer, s'occuper avec lui de tout, et leur tendresse rendait chaque chose noble et belle. Mon mariage fut le genre de solennité qu'on appelle le mariage riche. Il y eut beaucoup de pauvres gens tassés pour me voir, et les journaux racontèrent les toilettes. Le soir même, nous partions pour Vienne. J'étais rompue de fatigue. La journée m'avait paru mortellement longue et triste. Puis, en me quittant, Aimé avait eu une explosion de douleur qui m'avait bouleversée. J'étais toute angoissée, peureuse de l'avenir, avec une sensation d'abandon, de solitude. Georges lui-même avait été très nerveux pendant la cérémonie, et très sympathique à l'émotion d'Aimé et à la mienne. Il nous fallut une grande heure de solitude pour reprendre, moi ma confiance dans le bonheur, et lui sa gaieté. Nous avions flâné dans son appartement, ce qui nous fit arriver en retard au train. Notre ascension dans le sleeping-car fut une bousculade, puis il y eut des difficultés, on avait fait une erreur de place. Il y avait une dame dans le compartiment de 4 retenu pour nous deux. Georges parlementa avec elle pendant que j'attendais dans le couloir, les mains aux barres d'appui dans la secousse du train déjà en marche. Cela dura très longtemps. Enfin, Georges reparut avec ses yeux vivaces qu'il avait lorsque, pour une raison quelconque, il s'animait. C'est arrangé, dit-il. Nous aurons le compartiment. Je vis sortir une jolie femme à cheveux flamboyants qui déjà avait ôté sa jaquette et son chapeau qu'elle tenait à la main. Elle était très élégante, avec de trop belles dentelles à sa chemisette, une trop grosse émeraude à sa cravate. Le couloir se remplit d'un parfum fort qui donnait l'impression d'avoir la jolie dame qui le répandait tout contre la bouche. Elle me jeta en passant le regard spécialement haineux du voyageur dérangé, l'une des plus atroces et féroces expressions qui se puissent voir.
Tenez, madame, disait l'homme du sleeping, ici vous serez seule. Et il l'introduisit dans le compartiment à 2 places. Le nôtre étant libre enfin, j'entrai. La dame y avait laissé son terrible parfum, j'abaissai la glace, mais il faisait froid. Il fallut la remonter presque immédiatement, et le parfum demeura.